Bonjour, chers amis, chers patriotes. L'article que j'ai eu à poster sur Facebook concernant le train express régional m'a fait comprendre la nécessité d'informer les compatriotes sur les sujets à enjeu. Ayant reçu beaucoup de retours dessus, des critiques, parfois j'ai apprécié aussi le débat posé et les questionnements. Dans ce sens, je lance les chroniques sur des sujets sensibles contribuant à éclairer la lanterne des Sénégalais. Je l'ai baptisé les chroniques du millénium. Le premier sujet auquel nous allons nous atteler est le pétrole et le gaz. Le chef de l'État a récemment proposé un projet de loi sur le partage des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, en particulier le pétrole et le gaz. Les données sont disponibles sur itie.sn, Initiative pour la transparence des industries extractives. J'invite tout un chacun à régulièrement aller aux nouvelles, car il en va du devenir du Sénégal. En résumé, le document présenté par le ministère des Finances et du Budget fait ressortir la clé de répartition suivante. 90% maximum des recettes à verser dans le budget de l'État. 10% minimum des recettes à verser dans un fonds intergénérationnel géré par le FONSIS, le Fonds souverain sénégalais. Le surplus des recettes trimestrielles réalisées par rapport aux recettes projetées vont abonder un fonds de stabilisation. Il faut dire qu'en règle générale, les États font ainsi le partage des recettes, les différences résidant dans les pourcentages alloués au budget de l'État, au fonds souverain ou au fonds de stabilisation. Avant de discuter de la pertinence ou non de la répartition, nous pouvons vous reporter les justificatifs du ministère quant à la clé de répartition et quant au traitement fait des recettes. Il faut féliciter les autorités pour le verrouillage fait au niveau des recettes, notamment à travers les principes majeurs qui découlent logiquement de la Constitution et du Code pétrolier 2019. 5 verrouillages ont été faits. L'interdiction de toute cession anticipée des ressources en hydrocarbures, l'exclusion de toute hypothèque sur ces ressources, la budgétisation intégrale des recettes fiscales et non fiscales tirées de l'exploitation des hydrocarbures, la transparence dans la gestion des recettes en hydrocarbures, la reddition des comptes sur tous les actes posés dans la gestion des recettes. Donc les acteurs doivent rendre compte et des organes doivent être créés dans ce sens. Les recettes abondant le budget de l'État vont être dédiées aux domaines essentiels que sont l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures de manière générale. Personnellement, je juge logique cette répartition dans la mesure où le Sénégal est encore sous-développé et que la plupart des recettes devra permettre de soulager l'État en lui évitant de s'endetter davantage et ainsi financer avec un apport très majoritaire les projets touchant les secteurs mentionnés auparavant. Néanmoins, j'ose espérer que l'industrie, surtout l'industrie de transformation, est incluse dans les dépenses prioritaires. Cela du fait qu'elle est génératrice d'emplois, elle apporte de la valeur ajoutée à notre compétitivité économique. Ceci étant dit, parlons d'abord des fonds souverains qui sont des fonds de placement financier, actions, obligations, etc., détenus par l'État. Ils gèrent l'épargne nationale et l'investissent dans des placements variés et sécurisés à moindre risque. La Norvège, qui détient le premier fonds souverain mondial avec plus de 1000 milliards de dollars, était plus à l'aise et plus développée que nos pays au moment de la découverte et de l'exploitation du pétrole et du gaz. Cependant, il faut bien répartir les recettes entre le budget de l'État et le fonds intergénérationnel. Rappelons que ce fonds est une épargne pour les générations futures. Dans ce sens, l'État norvégien a par exemple investi dans pas moins de 9000 entreprises dans le monde entier. Le Fonds souverain norvégien est un bon exemple en termes d'investissement. Il a ainsi réparti ses placements en 3 parties. Un peu moins de 70% sur le marché boursier mondial, Wall Street, Dow Jones, FTSE, etc. Un peu moins de 30%
dans les obligations, 3% dans l'immobilier. C'est ainsi que ce fonds détient des parts dans les grandes banques en Suisse, dans les entreprises d'exploitation de pétrole et de gaz, dans des chaînes d'hôtels. Ce fonds souverain représente entre 1,3 et 1,5% du marché boursier mondial. La Norge Investment Bank a vu depuis peu ses recettes issues des placements financiers et des investissements dépasser les revenus issus de l'exploitation même du pétrole et du gaz. Fondé en 2005, le fonds qatari est un autre exemple avec un peu plus de 100 milliards de dollars, notamment de par son investissement dans des clubs de football de renommée mondiale tels que le Paris Saint-Germain, le PSG. Ce fonds a ainsi investi dans le secteur bancaire, mais aussi dans l'immobilier. Après le fonds norvégien, les plus nantis sont le fonds souverain chinois à travers la China Investment Corporation, qui est son fonds souverain, le fonds souverain d'Abu Dhabi avec 580 milliards de dollars et celui de Hong Kong avec 586 milliards de dollars. La China Investment Corporation est à 1046 milliards de dollars. Le capital total des fonds souverains est de plus de 6 000 milliards de dollars dans le monde, permettant ainsi aux pays qui les détiennent de se positionner géostratégiquement et géopolitiquement. C'est le cas notamment de la Chine, qui avait à un moment donné beaucoup investi à l'étranger dans des actions et des titres à revenus fixes du marché public et sur des fonds d'actifs alternatifs tels que les hedge funds, les private equity, l'immobilier et le capital risque, allant jusqu'à devenir même actionnaire majoritaire dans de grandes banques américaines telles que les Morgan Stanley et autres, par exemple. Bref, les exemples sont nombreux. L'objectif est de montrer à travers ce podcast la toute-puissance de ces fonds souverains. De ce fait, le Sénégal, bien que ne constituant pas encore une mastodonte à travers les chiffres officiellement divulgués, le Sénégal gagnerait à se positionner à travers un investissement à risque modéré, comme l'a décrit le ministre des Finances et du Budget, dans les marchés boursiers et des obligations en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Cependant, comme l'a souligné un camarade de parti, moins de 700 milliards de recettes annuelles projetées est très faible, si l'on tient compte du seul fait que le TER, le train express régional, a coûté 780 milliards hors taxes aux frais de douane, ce qui constitue 1000 milliards à peu près, ou plus. Le budget d'investissement pour le port de Ndayane serait dans les 3000 milliards. Il sera impossible d'être ambitieux compte tenu des apports projetés de 686 milliards. Dans nos échanges, je lui avais promis de revoir à nouveau les contrats pétroliers et gaziers afin d'essayer de comprendre la projection faite par l'État sur les recettes à venir. Le prix du baril fluctue beaucoup depuis 1960 et la création de l'OPEP. Et cette période de pandémie que nous vivons, cette période de conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, ne donne aucune certitude sur l'évolution future de ce prix du pétrole. D'après le directeur général du pétrole du Sénégal, Petrosen, les ressources en gaz du Sénégal sont estimées à 1120 milliards de mètres cubes pour 4 gisements, dont l'un, qui est notamment le plus grand, c'est la Grande Tortue Ahmeyim, que nous co-gérons avec la Mauritanie. Sa capacité est de 560 milliards de mètres cubes. Pour le pétrole, elles sont de 1030 millions de barils sur 4 gisements actuellement en cours d'exploitation. Les premiers mètres cubes et barils sont attendus courant 2023. Ces revenus annoncés paraissent très faibles et peuvent décourager les plus optimistes depuis l'annonce de la découverte du pétrole et du gaz. Cependant, 2 notions sont importantes à comprendre dans les contrats pétroliers. Le cost oil, qui constitue le coût de l'exploitation, le coût des forages, le coût des tirs sismiques effectués, que l'on doit rembourser au major qui a pris le risque d'explorer, et le profit oil qui découle de l'exploitation. Après avoir remboursé le cost oil, le reliquat que doit se partager l'État du Sénégal
avec ses contractants, à savoir les majors. Il détermine grandement les recettes attendues. Pour essayer de rendre les podcasts digestes et compréhensibles, vu l'importance du sujet, nous allons essayer de faire la lumière sur ces contrats lors des prochains podcasts. En résumé, le podcast visait à décrypter la clé de répartition des recettes pétrolières et gazières proposées par le ministère et de démontrer l'importance des fonds souverains et leur poids sur l'économie d'un pays. Prochainement, Inch'Allah, nous ferons un autre podcast sur les 8 contrats pétroliers qui font l'objet des recettes de 686 milliards annoncées par le ministère. Nous reviendrons sur les détenteurs des licences d'exploitation de ces blocs. Nous reviendrons aussi sur les différents avenants de ces contrats. En attendant, nous vous disons à bientôt dans les chroniques du Millénium.